Je suis Johan de Marketing 301, le podcast qui aborde des sujets marketing souvent jugés complexes alors qu'en réalité, il suffit de comprendre certains mécanismes pour décupler les ventes de votre business en ligne. Après avoir créé une agence digitale en 2010 puis avoir racheté une société e-commerce en 2013, toutes deux toujours en activité, j'ai fait le choix de vous transmettre mes meilleures compétences à travers Marketing 301. Bonne écoute. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un épisode dans lequel j'échange avec Guillaume Battier, freelance PrestaShop à Montpellier. Dans cet épisode, Guillaume va nous partager sa vision de PrestaShop, mais aussi les problématiques qu'il rencontre au quotidien, les solutions qu'il propose à ses clients pour atteindre leurs objectifs et protéger leur boutique en ligne. Je vous laisse donc écouter cet épisode avec la plus grande attention car il regorge d'informations très intéressantes sur le milieu du e-commerce, surtout quand on souhaite lancer sa boutique en ligne. Bonjour Guillaume, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous te présenter, ton parcours, depuis combien de temps tu travailles sur le web, PrestaShop, est-ce que tu peux te présenter tout simplement? Écoute, bonjour et merci dans un premier temps. Sympa pour faire une interview. Alors moi, en fait, j'ai commencé le web en 2011. Tout simplement, je sortais d'un cursus plus ou moins scolaire. J'ai pas vraiment d'études. En fait, j'ai fait un BEP vente action marchande en alternance, suivi d'un bac pro. Et la vente, je pense que j'en avais fait un peu le tour. Les études, je voyais pas trop d'avenir là-dedans en fait. Donc du coup, j'ai trouvé vraiment par pur hasard une formation à côté de chez moi qui proposait de développer des sites web à l'époque en 2011. Donc c'était à Image Formation à Nîmes, dans le sud de la France. Et du coup, j'ai fait une formation accélérée en 4 mois et demi, où on ressortait avec un diplôme, c'est une RNCP, un diplôme certifié par l'État. D'accord. Et puis j'ai eu 1 mois et demi de stage. Après, le but, c'était de trouver un emploi en CDI dans une agence de préférence, chose que je n'ai pas réussi à faire. D'accord. Parce que le marché était saturé peut-être ou le marché était saturé, non, pas forcément. C'est que j'étais pas forcément au niveau en fait. Je commençais à avoir de nouvelles technologies qui sortaient, comme par exemple le Code Igniter, le fameux framework PHP. Donc j'ai dû me former dessus. Et petit à petit, donc je me suis quand même mis en auto-entreprise à côté pour avoir des petits projets et pouvoir évoluer quand même. Ouais. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé pour des agences mais en freelance. D'accord. Qui faisaient beaucoup de PrestaShop. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de projets. Je me suis auto-formé sur plein de choses, sur du PHP, sur toutes les technologies qui entourent le web plus ou moins. Dans le front et le back-end, et puis 7 ans après, je suis toujours là, en freelance toujours, et ravi de l'être. D'accord, oui, ça te donne de la liberté. Exactement, ça donne de la liberté, ça permet de faire plein de choses, et puis au moins on voit plusieurs choses différentes, donc je trouve ça vraiment bien. Ouais, tout à fait. Et justement, donc tu es en freelance aujourd'hui. Et pourquoi tu as choisi de te spécialiser sur PrestaShop plutôt que d'autres solutions qui sont aussi connues comme Magento ou WooCommerce, ou d'autres? Pourquoi PrestaShop particulièrement? PrestaShop, déjà parce que comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai commencé par travailler dans une agence. Bon, je la citerai pas parce que ça s'est pas bien fini. Ouais. Et elle n'existe plus vraiment d'ailleurs. D'accord. T'as bien fait partir donc. Ouais, c'était un peu compliqué. Enfin, toute l'équipe est partie du moins. Et en fait, j'ai travaillé dans une agence qui faisait beaucoup de PrestaShop. Et du coup, j'ai pris goût à ce logiciel, on va dire, ce CMS. Qui est franchement, j'ai trouvé une super solution e-commerce qui était open source, qui est toujours open source d'ailleurs. Oui. Je trouvais ça très robuste et en parallèle, c'est vrai qu'il y avait du WordPress. J'en fais un petit peu du WordPress, mais je trouve ça un peu vrac, la manière dont c'est organisé en code, dans la base de données notamment. Et du coup, oui, PrestaShop, j'ai beaucoup apprécié et du coup, je suis resté là-dessus. J'ai eu pas mal de projets. Et c'est vrai que j'ai pas trop bougé dessus. J'ai quand même regardé donc effectivement WooCommerce, mais ça reste du WordPress, donc bon, j'ai un peu du mal avec ça. Ouais. Et c'est pas pour moi, pour faire du gros commerce, c'est pas du tout adéquat. Pour du petit commerce, c'est bien, mais pour du gros, ça reste compliqué. Il faut énormément de plugins pour arriver à un PrestaShop de base. Oui, donc et on sait que rajouter trop de plugins ou de modules, c'est pas forcément la solution, quoi.
Voilà. Après, ça marche bien. J'ai des très bons retours d'autres agences qui travaillent qu'avec ça. Okay. Mais après, j'ai quand même aussi regardé Magento. Magento m'a intéressé, mais la communauté derrière, c'était pas trop ça. Il y avait du très gros projet dessus. Quand on est seul, faire du gros projet, c'est un peu compliqué. Et puis bon, open source, c'était pas super open source non plus. Vraiment un côté version communautaire pour dire voilà, she's là, il y a une version payante. Oui, donc il y avait. Bon, je connais pas trop Magento, mais c'est vrai que j'ai déjà eu quelques échos, comme quoi c'était beaucoup plus usine à gaz que PrestaShop par exemple. C'est ça. Et du coup, là, aujourd'hui, pour moi, c'est un pari plus ou moins réussi parce qu'avec le rachat d'Adobe, on sait pas trop ce que va devenir Magento, donc. Tout à fait, ouais. Oui, voilà. Donc bon, PrestaShop pour l'instant ça tient la route. En plus c'est français, donc autant soutenir. Magento d'ailleurs, tu sais peut-être, je sais même pas si c'est français ou pas Magento. Je crois que c'est américain. C'est américain. Ouais, donc autant soutenir. Donc ça confirme ce que je pensais. Autant soutenir une entreprise qui s'internationalise, mais qui à la base est française. Et qui en plus est plutôt stable. Bon, c'est pareil, on sait pas ce que ce sera dans 10 ans, mais pour l'instant ils suivent un peu ils suivent les promesses et donc pourvu que ça dure quoi. Exactement. Pourvu que ça dure. Et sinon, donc pour les personnes qui, toi avec le recul que tu as, que ce soit sur PrestaShop ou le e-commerce en général, il y a plusieurs types de solutions. Il y a les solutions open source telles qu'on vient d'en parler. Il y a aussi des solutions en mode SaaS, donc qui sont embarquées, un peu comme PrestaShop Ready d'ailleurs, et d'autres. Qu'est-ce que tu conseillerais pour un e-commerçant qui souhaite se lancer entre un CMS en mode SaaS ou un CMS open source qui permet d'avoir la gestion totale, complète du code source hébergé sur son propre hébergement. Parce que le SaaS, ça a son avantage, mais ça a aussi ses inconvénients, c'est qu'on est un petit peu pieds et mains liés. Voilà, quelle est ta vision toi sur ces deux systèmes? Moi, les gens, j'ai toujours tendance à leur conseiller, bien entendu, une version auto-hébergée. Mais ça dépend à qui, parce que s'il y a des gens qui sont vraiment très néophytes, qui ont vraiment du mal avec la technologie, je vais leur dire directement de prendre une version SaaS, et ils auront moins de problèmes à se lancer et ils pourront se lancer beaucoup plus facilement. Mais dans tous les cas, moi je privilégie l'open source pour la simple et bonne raison que si on veut faire un développement derrière, si la boîte explose et qu'on veut rajouter une branche de développement, faire vraiment quelque chose de très très particulier, via du SaaS, ça va être très compliqué. Ouais, on va être bloqué, on ne pourra pas changer d'hébergement, on ne pourra pas modifier des tas. C'est beaucoup plus évolutif de partir sur un CMS open source, à la limite quel qu'il soit, mais sur de l'open source plutôt que du SaaS, si on a une vision à long terme et qu'on souhaite faire évoluer l'entreprise et le site par la suite, quoi. C'est un petit peu c'est la vision à long terme. Voilà, tout à fait. Alors que le SaaS, à la limite, ça peut servir pour tester une idée, et si on voit que ça prend bien et que ça explose, on peut toujours refaire le projet sur des bases de CMS open source, de manière à pouvoir vraiment construire quelque chose sur du long terme, quoi. C'est ça, mais là, ça devient vraiment compliqué, parce que déjà, si la boutique, imaginons, on fait 1500 € de chiffre d'affaires par jour, ouais. Le temps de faire une redirection, on a le temps de propagation des DNS qui met 24 à 48 heures, donc le client, il va perdre entre 1500 et 3000 € de chiffre d'affaires en une journée. Oui, tout à fait. En une ou deux journées, il faut regérer toutes les redirections pour le SEO, pour pas perdre de référencement. Aussi. Donc c'est pour ça que les gens, moi quand je les conseille, je leur dis, voyez grand, si vous avez le bonheur que ça marche, au moins vous êtes parti sur une bonne base. Vous prenez un hébergement type cloud et vous augmentez la performance en un clic et votre site, vous aurez plus ou moins rien à faire. Ouais, non, c'est clair. Donc ouais. Et au niveau justement des principales difficultés, est-ce que tu as des difficultés un petit peu qui reviennent, qui sont récurrentes, que rencontrent toi tes propres clients e-commerce, alors que ce soit dans le e-commerce en général ou sur la solution PrestaShop, est-ce que tu as des difficultés qui sont un peu récurrentes, qui reviennent régulièrement ou que tu remarques chez toi, ton panel de clients ou d'autres, des choses un peu problématiques et en récurrence, de manière à là s'il y a des personnes qui nous écoutent qui veulent se lancer, au moins qu'ils aient conscience que ce problème ou ces problèmes soient susceptibles d'apparaître à moyen terme, quoi. Oui, là actuellement on a les soucis. PrestaShop ont des problèmes avec leur API, avec PrestaShop Add-ons. Oui, depuis la semaine dernière. Voilà. Oui. Depuis la semaine dernière, donc c'est vrai que les back-office ont tendance à être très très longs.
Donc ça déjà, on peut se renseigner sur Google pour faire une manipulation dans le code pour désactiver cet appel-là sur le add-ons. J'ai fait un article d'ailleurs là-dessus sur mon site PrestaSafe. Sur ton, ouais, bon, on pourra mettre le lien en note de l'épisode. Si les gens, oui, voilà, si les gens veulent aller voir. Après, le problème récurrent, qu'est-ce que c'est les gens veulent se lancer, ils veulent faire une installation eux-mêmes. Ils vont choisir un hébergeur qui est la plupart du temps OVH. Ouais. Et puis la version PrestaShop 1.7 OVH, nous on a vraiment beaucoup de soucis là-dessus. C'est vraiment très compliqué de bien paramétrer l'hébergement. La plupart du temps ça marche pas parce que les offres sont pas assez performantes. Ouais. C'est lié au fait que PrestaShop embarque Symfony, une des dernières versions de Symfony qui est la 3.4 de mémoire, c'est une version LTS. Donc ça alourdit la chose. Il faut avoir des versions de PHP assez poussées. Il y a pas toutes les versions de PHP non plus qui marchent avec PrestaShop 1.7. Hein. Là, pour moi, la 7.1, c'est la plus stable pour cette version-là. Par défaut, il faut mettre les bonnes versions. Donc, au OVH, j'ai tendance à mettre du 7.2, il me semble. Donc, ça va pas non plus. Il faut augmenter les valeurs pour les uploads, pour le Max Input Vars aussi pour les traductions. Donc, voilà. C'est vrai que ça, c'est vraiment des gros problèmes. Les gens, quand ils connaissent pas, de suite, ils sont perdus. Ça marche pas. PrestaShop, c'est nul. Parce que voilà, alors que ça c'est sûr que c'est souvent, on entend souvent, j'entends souvent aussi moi de mon côté, PrestaShop c'est pas bien, ça rame, alors que les problèmes peuvent venir d'un peu partout. Et justement c'est ce qui est lié avec cette version 1.7 qui a pas vraiment super bonne réputation. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de soucis au début, mais là, je trouve quand même que ça va vachement mieux. Et vraiment, les plus gros soucis que j'ai eu, les plus gros bugs, c'était lié à l'hébergement. J'ai jamais eu de gros bugs, vraiment. Quand tu parles de soucis liés à l'hébergement, principalement chez OVH, bon, moi, j'aime beaucoup OVH, donc, mais après, peu importe, hein, on peut citer One and One, Amen, O2 Switch, il y en a vraiment plein. À la base, on reste hébergé sur une machine qui est un serveur. Quand tu parles de problèmes de configuration chez OVH, on est d'accord que tu parles des offres d'hébergement mutualisées sur lesquelles on n'a pas vraiment de liberté en termes de paramétrage, ce qui est complètement différent du VPS ou du dédié, qui là, qu'on soit chez l'un ou chez l'autre, ça reste une machine qui a des performances tout à fait acceptables. C'est une machine sous Linux, qui a les mêmes programmes. Et c'est vrai que les mutus sont vraiment très très faibles. Et malgré le fait qu'on puisse modifier dans leur OVH config un petit fichier qui permet de modifier la version de PHP, tout ça, on est quand même très très limité et il faut passer sur du VPS maintenant, vraiment pas. Ouais, bah oui, en tout cas sous PrestaShop. Moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Et bon, après, entre parenthèses, le mutu, que ce soit chez OVH ou les autres, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus performant. Par contre, on va pas se le cacher, c'est ce qu'il y a de plus rentable pour l'hébergeur. Parce qu'ils mutualisent tellement la machine que à raison de 5, 10 ou 15 euros par mois, du point de vue de l'hébergeur, c'est quand même quelque chose de très rentable, mais qui va pas dans le sens des performances d'un e-commerçant, quoi. Exactement. On en a aussi pour son argent, quoi. On paye 5 euros par mois, mais on a l'équivalent en performance, quoi. Donc, Alors par contre, il y a O2 Switch qui apparemment, justement, je crois que c'est 5 euros par mois, ça marche. Ouais. Très très bon retour. Hein. J'ai jamais testé, mais j'ai d'excellents retours. C'est vrai aussi que je vois beaucoup de personnes partir pour O2 Switch, des personnes en mutualisé chez OVH qui partent chez O2 Switch pour des problèmes de performance principalement. Et c'est vrai que je vois aussi, notamment sur Twitter, de bons retours d'O2 Switch. J'ai pas non plus testé, donc ça sera l'occasion. Je vais faire un test dans un prochain épisode, et d'autant plus sur la version 1.7 de PrestaShop. Et justement, tu nous parlais de la version Symfony. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle orientation de PrestaShop à partir sur un framework comme Symfony qui est quand même très répandu par rapport à ce qu'était avant PrestaShop, la 1.6, la 1.5, qui était du développement entre guillemets maison, quoi. Ouais, alors là c'est le débat, on va dire, c'est pain au chocolat ou chocolatine. Hein. Pain au chocolat pour moi. Pain au chocolat, c'est pareil pour moi. Non, alors je pense que sur le fond c'est une très bonne chose, mais la manière dont ça a été fait est à revoir. C'est-à-dire que pour moi, cette version 1.7, c'est une version bêta. Clairement, je ne vais pas le cacher. Il y a de très bonnes choses dans le développement qui ont été faites. Apportée. Elle est vachement plus rapide que les anciennes versions. Ça, c'est grâce au PHP 7.1. Par contre, il y a des choses que je trouve vraiment, vraiment dommages. C'est déjà que tout le front office a été refait
été refait, été revu, donc il est bien organisé. Il y a des super outils comme Webpack, SAS qui sont mis en place pour les front-end. Bon, c'est un peu plus dur maintenant à modifier pour un petit commerçant qui veut changer une couleur, tout ça, ça reste quand même un peu plus compliqué. Mais si on veut pousser la chose, c'est quand même super bien. Mais là où je trouve extrêmement dommage, c'est que le front a été refait sous Smarty, alors qu'avec l'arrivée de Symfony, on aurait pu le refaire sous Twig, qui est quand même un meilleur moteur de template, clairement. D'accord. Le back-office, avec une partie qui est migrée, pareil, hein, les modules ils restent sous Smarty. Donc, pour moi, c'est une période de transition. Il y a quand même des choses, il y a des clins d'œil pour les devs qui ont été bien faits. Par exemple, quand on met en mode debug, on a dans le HTML, on a la vue qui se met en commentaire, la vue à modifier. Donc ça, c'est super cool. Ouais. Le fait qu'on puisse modifier les JS et les CSS dans le même dossier du module, dans le thème, ça c'est très bien aussi parce que avant il fallait galérer, aller à droite à gauche, changer les fichiers. Mais voilà, du coup il y a beaucoup de choses qui ont été réécrites, il y a des problèmes avec le cache, c'est vraiment là c'est un peu le foutoir. Donc moi je pense ça s'est très bien passé sous Symfony parce que Symfony c'est quand même un très très bon produit, c'est français, c'est très stable. Ouais. Mais je pense qu'il aurait fallu vraiment garder la base de données et avoir un PrestaShop 2.0 et tout réécrire petit à petit et porter tous les modules en 2 ans, quoi. Oui, comme tu dis, si pour toi la version 1.7 c'est effectivement une bêta officieusement, hein, parce qu'officiellement c'est une version stable, voilà, il y a pas de problème. Après, quand on met un peu les mains dans le code et quand on connaît un peu l'envers du décor, ça peut faire penser à une version bêta. Est-ce que pour toi justement, eux en off, donc du côté de PrestaShop, est-ce que c'est pas une version bêta cachée dans le but de sortir une version 2.0 d'ici quelques mois, quelques années, qui soit entièrement réécrite sur des bases qui auront été testées sous 1.7? Alors, je sais pas, hein, c'est une question que je te pose comme ça. Ouais, alors on a eu l'occasion d'y aller chez PrestaShop. Du coup, j'ai posé quelques questions au développeur core. Ouais. Non, c'est pas. Justement, j'ai cité tous les points que je viens de citer. Hein, j'en aurais parlé aux développeurs. Hein. Ils sont très ouverts, ils sont très gentils, ils sont très motivés. Ça, c'est super d'ailleurs. Mais non, c'est pas vraiment un programme. La 1.9, enfin la 1.8 ou la 1.9, je sais pas, la 2, je sais pas comment on va l'appeler. C'est pas vraiment un programme. En fait, ils vont garder des versions stables de Symfony, des LTS, ce qui est tout à fait normal et entièrement je comprends tout à fait qu'ils fassent ça pour une bonne stabilité. Mais là, c'est vrai qu'ils n'ont pas parlé de tout refaire. En fait, ils vont migrer petit à petit, quoi. D'accord, oui, ça va être évolutif, quoi. Donc, il y aura une 1.8 dans quelques temps, mais qui sera la suite logique de la 1.7, quoi. Voilà, alors dans quelques temps, je sais pas quand. Tout ce que je sais, c'est que là, au niveau du front office, il va falloir refaire énormément de choses parce que quand on va passer à cette fameuse version full Symfony, on aura du Twig de partout. Donc tout ce qui est thème et module, il va falloir tout refaire. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, je pense que c'est une bonne chose quand même, hein. Franchement, au moins on va pouvoir repartir sur des bases bien plus saines. Pouvoir avoir des nouveaux outils bien plus poussés et on va pouvoir vraiment faire quelque chose de propre, quoi. D'accord, bon. Donc on verra à suivre. Donc j'ai vu que tu faisais aussi dans tes prestations en tant que freelance, tu proposais donc dans le cadre d'un projet de création de site, tu proposais notamment la partie web design. Est-ce que toi-même tu as des talents de graphiste, tu es comment dire, t'as une sensibilité au niveau de la création, ou est-ce que tu travailles avec d'autres personnes à qui tu vas déléguer la partie mise en forme graphique et toi tu vas l'intégrer et travailler un petit peu plus sur le back, c'est-à-dire sur le code pur qui fait que ça fonctionne? Alors moi, c'est vrai que c'est marrant de faire du graphisme. Enfin, au début j'en faisais parce qu'au début on prenait un peu tout et ma formation vraiment m'a appris à faire du Photoshop, tout ça. Maintenant, je suis très mauvais là-dedans, donc je le délègue complètement parce que c'est pas quelque chose que j'aime en plus. Donc non, moi je travaille avec une graphiste. D'accord. Qui était d'ailleurs dans la boîte dans laquelle je bossais au début. D'accord. Et puis elle fait une partie d'intégration et moi je fais vraiment tout ce qui est dev aussi derrière. D'accord, oui, toi tu es vraiment dans le code, quoi. Tu es voilà, pas dans la créa. Si je m'identifie, je suis développeur back-end. D'accord, voilà. Oui, voilà, ok. Alors je peux dire que je suis développeur full stack parce que je fais quand même d'autres technos comme du Vue.js, des trucs comme ça, mais bon, je
suis plus quand même back que front. D'accord. Ok. Et au niveau des thèmes, justement, alors ça c'est un débat un petit peu qui revient sans cesse aussi. Au niveau de l'intégration d'un thème, alors soit on part sur un thème premium qu'on adapte, soit on part sur un thème full sur mesure, quoi, entièrement créé de A à Z depuis entre guillemets une page blanche. Toi, qu'est-ce que quel est ton point de vue par rapport à ça, par rapport au rapport coût-utilité d'avoir vraiment un thème sur mesure, alors qu'aujourd'hui on a des thèmes premium, qui sont parfois très lourds parce que ce sont des thèmes à tout faire et du coup il y a plein de fonctions dont on n'a pas besoin et ça alourdit le site, mais par rapport au thème premium et au panel de catalogue qu'on peut avoir aujourd'hui qui est quand même extrêmement vague, enfin très large, entre du ThemeForest, PrestaShop Add-on qui propose aussi les thèmes certifiés par l'équipe PrestaShop, enfin tous les thèmes premium. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, il y a une réelle utilité de faire développer un thème sur mesure de A à Z? Ah, oui, alors, il y a clairement une utilité qui est primordiale et que que tous les développeurs de thèmes oublient, c'est le SEO. Oui. Parce que clairement, les thèmes premium, ils disent qu'ils sont SEO ready. C'est pas du tout le cas. Ouais, ça, oui, c'est clair. Voilà, ils sont vraiment pas du tout optimisés. Ils sont très lourds, comme tu as dit. C'est vraiment à chaque fois une interface différente. Il n'y a pas de standard. Il n'y a pas souvent les choses qui marchent. C'est vrai que sur du ThemeForest, niveau sécurité, c'est catastrophique. D'ailleurs, je crois que c'est PrestaEdit. Il avait mis sur Twitter il y a pas longtemps. Il avait montré qu'il y avait un token qui était codé en dur dans le code. Ah oui, d'accord. C'est juste une catastrophe, quoi. Niveau sécurité. Après dès qu'il y a un problème de SAV, ça suit pas tellement derrière. C'est pas français en même temps. Tout à fait. Les thèmes du PrestaShop Add-ons, j'avais très rarement utilisé. Pour les versions 1.5, oui, ça allait, mais c'est pareil, des fois, dès qu'on a besoin d'un petit renseignement, les développeurs, malheureusement, ils répondent pas trop. Ils ont au moins le mérite, les thèmes qu'on peut trouver sur Add-on sont au moins le mérite d'avoir été on va dire validés par la team PrestaShop, quoi. C'est ça. Alors s'ils sont validés, c'est quand même que derrière ça tient la route, parce que voilà, c'est ça. Au niveau des modules, pour valider un module ça prend énormément de temps à valider sur Add-ons parce que niveau sécurité, niveau des standards et tout, c'est lourd à respecter. Et donc c'est que ça vaut le coup. Maintenant, je pense que PrestaShop a un effort à faire là-dessus. Il faut réfléchir, je pense, à la manière de concevoir les thèmes. Là où WordPress est très très fort d'ailleurs, c'est que WordPress, on peut se permettre de partir sur une page blanche et développer un thème. Que PrestaShop, c'est vachement plus compliqué. Partir d'une page blanche, c'est clairement difficile parce qu'il y a énormément de choses à penser. Je pense à la fiche produit notamment, toutes les conditions qu'il y a en fonction des groupes, en fonction des promotions, en fonction des déclinaisons. C'est ça, de le penser soi-même et d'avoir le code, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut partir sur une base faite. Moi, la plupart du temps, je pars sur un thème d'origine ou sur le thème starter, mais bon, c'est le thème d'origine, et on modifie les sources, tout simplement. Parce que tu pars sur, t'as une maquette graphique qui t'est envoyée, tu pars sur le thème natif de PrestaShop et tu intègres les éléments graphiques qu'on t'a envoyés, quoi. C'est ça, voilà, il faut modifier module par module. Okay, ouais. C'est vrai que ça, c'est vraiment un point que c'est vraiment quelque chose qui me ferait vraiment très très plaisir, c'est que PrestaShop fasse quelque chose de vachement plus souple, qu'on puisse vraiment partir de zéro. Ça serait vraiment génial, mais ça reste du e-commerce. Il y a énormément de contraintes et de conditions, donc tout à fait. Ça reste aussi de l'open source, et qui dit open source dit que ça doit correspondre à une cible très large, et donc ils doivent embarquer ils doivent embarquer un maximum de fonctionnalités. De mémoire, je crois qu'il y a plus de 350 fonctionnalités sur PrestaShop, un maximum de fonctionnalités pour répondre à l'audience la plus large, quoi, en termes de besoins. Donc, c'est vrai qu'en plus, c'est pas vraiment. En fait, les fonctionnalités il y en a beaucoup dans le corps, c'est pour ça que c'est lourd, quoi. C'est lourd. Oui. C'est compliqué. Ouais, tout à fait. Bon. Et au niveau, est-ce que tu rencontres, toi, quand tu développes un projet ou quand tu accompagnes un e-commerçant, est-ce qu'il y a des limites que tu rencontres parfois sur un projet que tu peux avoir en charge, alors que ce soit des limites techniques, des limites en termes de SEO, des limites en termes de marketing? Est-ce qu'il y a des limites auxquelles parfois tu es confronté et que tu n'arrives pas à résoudre, ou qui sont difficiles à résoudre parce que le client n'est pas forcément en face de la réalité par rapport à ce qu'il te demande, quoi? Ah oui, il y a toujours des choses loufoques chez les clients. Ouais. Ils veulent toujours des trucs, des petites fonctionnalités qui pour eux, là, il faudra rajouter un petit bouton qui fasse
quand on fait ça crée, je sais pas, une page annexe, enfin, où ça met un truc et qu'on clique faire un devis, par exemple. Enfin, ils ont toujours des trucs, ils pensent toujours que c'est simple, et c'est rarement le cas, malheureusement. C'est pour ça que moi, maintenant, je me fais plus avoir, et à chaque création, je demande un cahier des charges très poussé. Oui. Et du coup, on fait un chiffrage et on explique aux clients que bon, ça, en fait, pour eux qui pensaient que c'était un petit quelque chose, c'est très très loin à développer parce que il faut faire matcher une table, une base dans la base de données, il faut créer une table annexe qui va matcher, qui va en fonction de se mettre à jour. Enfin, c'est super compliqué. Est-ce qu'il y a des limites? Il n'y a pas vraiment de limite. Je pense pas qu'on puisse avoir de limites. La limite après va être le budget du client, le temps qu'il veut passer dessus et voilà. Oui, c'est ça. Mais après, justement, plus les demandes vont être, comme tu dis, loufoques, et plus parfois il va y avoir du temps à consacrer, et donc plus le budget va être consommé de façon un petit peu comment dire, un petit peu bête, quoi. Un petit peu, c'est dommage de mettre du budget sur une fonctionnalité que seul le e-commerçant sera content d'avoir au final, mais qui sera pas réellement utile pour les utilisateurs. Donc ça impacte aussi directement le coût d'un projet, quoi. Alors c'est pour ça qu'on les recadre, on leur dit bon écoutez, allez à l'essentiel, n'essayez pas de faire des trucs complètement fous que les clients vont pas forcément comprendre. Et voilà, enfin eux c'est vrai qu'ils ont leur idée vraiment prédéfinie, ils travaillent tous les jours sur leur projet, ils connaissent leur projet par cœur. Et quand un développeur arrive sur le tas, d'ailleurs c'est pour ça que ça se passe souvent très très mal entre un développeur et un client, c'est parce que les clients pour eux ça leur semble clair et limpide, et comme développeur pas du tout, il connaît pas du tout la société et lui il pense un peu carré, manière code, est-ce que ça va rentrer dans le code, est-ce qu'on peut oui voilà, c'est pas du tout les mêmes problématiques, quoi. Voilà. Pour ça, je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de clash entre clients et développeurs, quoi. Ouais, tout à fait. C'est pas du tout la même vision. D'un côté, le développeur n'est pas forcément un spécialiste du marketing et des choses un petit peu entre guillemets, hein, je mets bien des gros guillemets, superflus qui peuvent être demandés. Et de l'autre côté, le client, lui, enfin le e-commerçant, du coup, il a vraiment l'impression que si on rajoute un bouton ou quelque chose, une fonctionnalité qui n'est pas présente en native, il a l'impression que ça va multiplier ses ventes, ou ça va être à l'origine de son succès ou de son échec, quoi. Donc, alors que voilà, le développeur, lui, il n'a pas du tout cette vision-là. Lui, il est là simplement pour faire en sorte que ça fonctionne. Et parfois, pour faire en sorte que ça fonctionne, il faut un peu plus de développement que de rajouter un bouton sur une page en front, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et au niveau des coûts, justement, toi, tu pourrais nous communiquer une fourchette de prix sur un projet e-commerce moyen, on va dire, hein, un budget standard pour le développement d'un site e-commerce ou PrestaShop. Est-ce que tu as une enveloppe, on va dire, juste, c'est-à-dire pas trop excentrique en termes de prix, mais pas trop non plus discount, de manière à avoir un projet qui tienne la route dès sa mise en ligne? Quelle enveloppe tu conseillerais? Alors après, tout dépend, encore une fois, tout dépend de ce que veut le client. S'il y a des fonctionnalités qui sortent du native de PrestaShop, ça va coûter plus cher forcément, à part s'il y a des modules qui font le boulot, là on fait acheter les modules directement au client. Mais pour avoir quand même quelque chose de sérieux, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir le faire pour entre 500 et 1000 euros. Il y a toujours quelqu'un pour le faire moins cher. Moi maintenant, ma fourchette de prix, je suis entre 3 et 5 000 euros, je dirais. En budget moyen, quoi. En budget moyen, pour vraiment prévoir quelque chose de clé en main et qui marche de suite, toutes les problématiques sont pensées, le cahier des charges est respecté, l'hébergement est configuré. Alors voilà, ça c'est quelque chose, et le site est sauvegardé aussi, ça. Oui, aussi, oui. C'est ça. Oui, c'est vrai que quelque chose qui est souvent ignoré, ce que j'ai remarqué, c'est que les backups, alors il y a deux choses au niveau des backups, j'en avais parlé dans un précédent épisode, c'est que, tu me diras si tu me suis ou pas, d'une part, soit c'est totalement ignoré par le e-commerçant, et là, bon, il n'y a pas de débat, il faut mettre en place un backup pour pallier à tout problème qui peut survenir sur le serveur ou sur le site. Deuxième chose, c'est l'externalisation des backups, c'est-à-dire que quand on a un backup, bien souvent, il est situé sur la même machine que le site en production. Et ce qui est un petit peu dommage, dans le sens où s'il y a un problème sur le disque ou sur le serveur, sur la machine, eh bien les backups peuvent aussi être perdus en même temps que la version en production. Donc je ne sais pas si toi c'est quelque chose auquel tu sensibilises tes clients ou pas du tout.
Si, tout à fait. J'ai eu d'ailleurs une mauvaise expérience avec des clients qui avaient besoin de performance et peu de budget et sont partis sur des serveurs chez OVH ou autres online avec des panels comme Plesk. Oui, c'est très répandu, oui. Sur le papier, c'est merveilleux, hein, Plesk. Ça fait vraiment tout le boulot d'un infogérant sur le papier. Mais et quand il y a des pannes, les backups sont faits en local. Il y a la possibilité de le faire en FTP, mais les gens se disent que c'est pas la peine. Oui. Ils prennent pas de serveur externe. Et le jour où il y a une panne, ça marche plus. Le backup a disparu en même temps que la prod. Il n'y a plus de base de données. Alors, par miracle, j'ai un client ça y est arrivé une fois et j'ai réussi à récupérer la base de données dans les sources, la réimporter sur notre serveur, importer les sites. C'est vraiment très compliqué parce qu'en plus les sauvegardes sont très mal gérées. On sauvegarde même pas les sources, les sources du serveur, on sauvegarde le site. Donc, ça c'est très problématique. C'est pour ça que moi je conseille à tout le monde de partir sur une offre cloud qui marche très très bien. D'ailleurs, je travaille avec Always Data. D'accord. Et, eux, ils sont vraiment, alors c'est cher. Moi j'ai un TPS chez eux, ça coûte très très cher, mais vraiment déjà le support ça suffit tout le temps. Et puis les backups sont bien gérés, c'est ça, je peux un peu tout faire. Hein. On demande sur sa version de PHP, on change son PHP pour une tout ça sans les grosses contraintes de mettre à jour ses paquets sur son serveur, il n'y a plus rien qui marche, tout est coupé. Non, là, ça marche bien. C'est enfin peut-être pas auto-géré, c'est infogéré, on va dire. C'est infogéré, on a un accès dessus, dès qu'on a besoin d'installer un truc, on leur demande, en général, ils le font. On a vraiment l'essentiel. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. J'aimerais voir de plus en plus de panels comme ça. Et en fait, au final, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, non, c'est sûr. La majorité vont au plus simple, hein, comme on le disait tout à l'heure. Hein, la majorité va au pas cher, au mutu qui s'installe en un clic. On reçoit ses codes FTP, on met son site en ligne et hop, on a l'impression que ça fonctionne. Mais quand le business commence à tourner, on se rend compte qu'il y a plein de problématiques auxquelles on peut pas répondre quand on est sur une offre sous-évaluée, sous-estimée, notamment en termes de paramétrage et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un peu triste d'ailleurs, hein, mais bon, les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent sur Google comment installer son PrestaShop, ils vont tomber sur des articles un peu sponsorisés et qui vont dire moi la même chose, partez chez OVH, ils vont voir 3 articles. C'est plutôt, alors pour le coup, c'est plutôt One and One qui a une offre d'affiliation. OVH, à ma connaissance, ne font pas d'affiliation, mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ce genre d'articles pour One and One qui rémunèrent et c'est très bien, hein, tant que c'est dit en toute transparence par l'article, à la limite, il y a pas de problème. Mais il faut savoir que souvent, il y a une offre d'affiliation derrière et le choix est orienté, le choix de l'hébergeur est orienté par le gain que ça peut générer pour le webmaster du blog qui donne ses conseils plutôt que par les réelles performances de l'hébergeur conseillé, quoi. Après, faut pas avoir. Enfin, moi, pour ma part, c'est vrai que Always Data, ils font la même chose. D'accord. Moi, je m'en sers jamais. Parce que gagner quelques centimes, je m'en fiche un peu. Mais c'est vraiment pour le client, le dépanner. Et puis derrière, d'ailleurs, dans cette interface-là, moi, je peux avoir un accès à l'interface sans avoir à gérer la facturation, tous ces trucs-là. Donc, c'est super pratique. C'est vraiment super bien pensé. D'accord. Moi, je connaissais pas Always Data, mais ce sera l'occasion d'aller jeter un œil à ce qu'ils font. Ouais, et je voulais aborder avec toi alors un point controversé, c'est les mises à jour, les upgrades de PrestaShop. Qu'est-ce que tu penses du fait de faire les mises à jour, de suivre toutes les mises à jour mineures et éventuellement majeures de PrestaShop? Est-ce que d'après toi c'est vraiment utile? Est-ce qu'on risque pas de casser sa boutique à chaque upgrade, ou est-ce qu'on peut s'en passer dans la mesure où on débug, où on corrige certaines failles quand elles sont dévoilées, quoi? Alors là, c'est encore un autre débat. Voilà, c'est pour ça, je lance un petit peu le pavé dans la mare, le pavé des mises à jour. Alors là, c'est encore quelque chose de compliqué parce que c'est vrai que déjà ça marche pas souvent. On est d'accord. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sauvegardent pas avant. Oui. Donc ça plante la boutique. Alors des fois ça marche de version mineure, une version majeure, c'est vraiment quelque chose que c'est très très compliqué à faire en un clic.
Il faut éviter. Ouais, faut vraiment pas le faire. Maintenant, des petites versions. Alors, moi, je conseille d'attendre aux gens, de voir le changelog un petit peu, ce que ça chante. Si c'est une petite boutique qui tourne pas trop, on fait une sauvegarde, on tente, ça marche. Ok. Si c'est une boutique qui tourne bien, on réfléchit bien avant de le faire. On le fait déjà un lundi. Ouais, pas un vendredi à 17h. Voilà, un développeur par un week-end, c'est pas possible ça. Voilà quoi, tout le monde passe un mauvais week-end. Tout à fait. On le fait pas seul, parce que, à part si on a des connaissances, mais bon, c'est pas le cas de tous les commerçants malheureusement. Tout à fait. Et puis ouais, c'est pareil. En fait, le problème des mises à jour, c'est qu'elles sont lourdes. C'est qu'est-ce que ça fait? Ça va télécharger la nouvelle version de PrestaShop et ça va tout renvoyer. Là aussi, ce qui serait vraiment cool de voir avec PrestaShop, enfin, si vraiment un jour ils mettent la main là-dedans, c'est, je pense qu'il faudrait isoler tout simplement la mise à jour, de prendre juste les fichiers dont on a besoin et de les envoyer dessus, tout simplement. Et là, avec un petit système qui dirait, bon, bah, ce fichier est overridé, ce fichier-là, non. Comme ils font d'ailleurs dans les préférences et informations, on peut voir quel fichier est modifié. A été modifié, tout à fait, ouais. Donc, voilà, c'est, dans tous les cas, il faut les faire, clairement, parce que surtout quand on a une version 1.7.0 ou 1.6.0, il y a des tonnes et des tonnes de mises à jour qui ont été faites, qui corrigent énormément de bugs, il faut vraiment les faire, quoi. Mais voilà, si ça marche pas, encore une fois, ça peut venir du serveur, ça peut venir de plein de points qu'on ne contrôle pas, et donc ça crée vraiment des problèmes, quoi. Ouais, voilà, et ce qu'il faut rappeler aussi, et ça c'est très important, parce que comme tu le dis, un e-commerçant, il n'est pas développeur, et donc chacun son métier, c'est bien aussi d'être spécialiste de ce qu'on sait faire, et pas de s'improviser développeur quand on ne l'est pas. Par exemple, une mise à jour, bien que PrestaShop tente, et ça je trouve ça dommage en fait que PrestaShop laisse croire qu'une mise à jour, il suffit de cliquer sur le clic mettre à jour ma boutique pour que la boutique soit mise à jour. Ça ne fonctionne quasiment jamais, tout simplement parce qu'ici il y a eu des modifications qui ont été faites dans le code, que ce soit au niveau des modules, au niveau des overrides, au niveau du thème. C'est autant d'incompatibilités qui peuvent survenir à la suite d'une mise à jour, et donc il ne suffit pas de cliquer sur le bouton mettre à jour ma boutique pour que la boutique soit mise à jour et fonctionne. Ça c'est super important, et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de, enfin c'est mon avis, qu'il n'y ait pas plus de, comment dire, de prévention là-dessus de la part de PrestaShop, de manière à bien faire comprendre que voilà, la mise à jour, d'une part elle est risquée pour le fonctionnement de la boutique, d'autant plus si on n'a pas fait de backup, mais en plus il y a de grandes chances que ça se déroule pas de façon parfaite, à moins de ne pas avoir touché au thème natif, de n'avoir rien changé sur la boutique évidemment, ce qui est jamais le cas pour une boutique en production. C'est ça, je te rejoins à 100% là-dessus, effectivement. Alors, quand même, l'approche est quand même pas mal, parce que bon, c'est un module déjà. C'est vrai que le module il prévoit de sauvegarder ce qu'on a actuellement. Donc, c'est super, hein, mais c'est vrai que si on a un petit site qu'on vient de lancer qui a 15-20 produits, ça va marcher. Si on a le thème d'origine, tout va marcher, franchement, il n'y a pas de souci. Maintenant, personne n'a le thème d'origine, clairement. Il faut bien configurer le module, parce que moi ce que je fais en général, je fais mon backup moi-même en SSH. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait le backup via leur module? On a souvent une limite qui pète au niveau du serveur MySQL, et tout est coupé, tout est cassé, la sauvegarde n'a même pas pu se faire comme il faut. Donc là on est planté vraiment complètement. Et donc on a un backup inutilisable. Un backup inutilisable, pas restaurable, enfin bref. Une grosse galère. Un backup qui sert à rien, clairement. Voilà, ouais. Donc du coup, c'est pour ça que moi, qu'est-ce que je fais? Je mets non partout. Sauvegarder mes images, non. Mettre le thème à jour d'origine. Alors si j'ai un thème qui est dupliqué, oui, je mets oui. Ailleurs, je mets les mails d'origine. Je change les mails aussi éventuellement, sauf si je les ai modifiés. Ou voilà. Enfin moi, quand je fais du code, j'override tout, parce que au moins je sais que je suis pas embêté là-dessus. Tout à fait, oui. Oui, alors l'override, c'est la bonne pratique pour expliquer un petit peu. L'override, c'est la bonne, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est l'une des bonnes pratiques de PrestaShop qui consiste à conserver après une mise à jour les modifications manuelles qui ont été faites sur votre site. C'est ça, voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de développeurs qui le font, notamment sur les modules. On peut le faire sur des modules, mais franchement, j'ai jamais vu de module. Enfin, j'avais vu très rarement les modules overridés. Je crois que j'avais vu que sur un site. Donc, pourtant, il y a plein de modules qui sont modifiés tous les jours. Tout à fait. Donc c'est pareil, il faut pas mettre à jour le module parce que sinon ça va péter, on perd la fonctionnalité qui a été rajoutée.
Enfin voilà, c'est vrai que sur le principe en un clic c'est censé marcher, mais bon ça marche rarement malheureusement. C'est vrai qu'on aimerait avoir quelque chose qui se rapproche de WordPress là-dessus, ou par contre WordPress. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est que c'est faisable, et c'est vrai que sur WordPress, je travaille un petit peu sur WordPress aussi. C'est vrai que sur WordPress, ça font, pour l'instant, j'ai jamais eu de cas. Alors j'ai moins d'expérience sur WordPress que sur PrestaShop, mais j'ai jamais eu de cas où un upgrade a complètement cassé le site, quoi. Bon, il n'y a pas eu non plus de grosses modifications manuelles au niveau du code, mais ça tourne plutôt très très bien sur WordPress. Donc c'est étonnant que PrestaShop n'arrive pas à avoir un système de mise à jour, ou à mettre en place un système de mise à jour qui soit relativement stable, un peu à l'image de WordPress d'ailleurs. Ça serait vraiment bien. C'est ça, je pense que c'est un des points que j'ai cité, qu'il faut vraiment isoler les fichiers qui ont été mis à jour entre deux versions, mais faire en fait une mise à jour plus ou moins intelligente qui va dire en fonction de la version qu'on est et sur la version qu'on va, récupérer ce fichier-là, ce fichier-là, ce fichier-là, mettre à jour les tables s'il y a des mises à jour. Et là, on réduit clairement de télécharger toute une archive, des IP, copier, etc. Là, on récupère ce qu'il faut, c'est terminé. Oui. Bon, après c'est vrai, moi je suis plutôt partisan du fait de ne pas faire les mises à jour, aussi bien mineures que majeures, comme ça on évite les problèmes. Et en ce qui concerne les failles de sécurité éventuelles, les patcher au cas par cas quand elles sont dévoilées soit sur le forum de PrestaShop, soit par PrestaShop, soit par un prestataire qui dévoile une faille sur laquelle il a mis la main. C'était notamment j'ai le souvenir d'une faille, tu as dû en entendre parler, enfin oui c'est sûr, la faille Smarty Debug. Alors c'était sur la version 1.5 je crois. Tout le monde avait les mêmes clés pour lancer le... Voilà, il suffisait alors je sais plus ce que c'était, rajouter Smarty Debug dans la barre d'adresse, et puis on avait tout ce qui se passe derrière dans le code, quoi. Tu peux voir le prix, je crois le prix d'achat, tu pouvais avoir en forçant un petit peu et en manipulant un peu les données, tu pouvais voir certains passwords. Enfin, c'était quand même une faille assez énorme, quoi. C'était entre la transition 1.4 et 1.5, il me semble, de mémoire. Je sais plus, mais je crois que c'était 1.5, ouais. Où ils ont rajouté d'ailleurs dans les préférences et performances, le fait de pouvoir changer la clé de Smarty Debug et de pouvoir ça c'était quand même une grosse faille qui avait été découverte d'ailleurs, si je me trompe pas, par une personne de Rouen, donc que je fréquente un petit peu, qui avait balancé ça sur son blog. Alors je sais pas s'il est à l'origine de la découverte, mais en tout cas c'est lui qui ressort donc je vous laisserai faire les recherches quand on cherche des infos sur la faille. C'est vrai que ça la fout un peu mal de voir une faille sortir comme ça depuis une agence web, quoi. Donc bon. Ouais, mais en tout cas ça a été corrigé. Si vous êtes sur la version 1.5, vérifiez que vous n'êtes pas toujours sujet, parce qu'il doit toujours y avoir des boutiques qui tournent avec cette faille là, malheureusement. Mais vérifiez, faites vos recherches et vérifiez que que vous avez patché un petit peu le problème, parce que c'est un peu problématique quand même. Ensuite je voulais revenir un petit peu sur le RGPD. Comment tu appréhendes cette nouvelle loi, donc depuis le mois de mai 2018, tout ce qui est règlement général sur la protection des données? Comment tu appréhendes un petit peu ça sur tes nouveaux projets, sur les projets que tu avais déjà avant le RGPD, à savoir que c'est quelque chose quand même qui est assez lourd, hein, on va pas se le cacher, assez galère à mettre en place. Après, quant à l'utilité sur le fond, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée de faire quelque chose qui va dans le sens de la protection des données des utilisateurs. Par contre, dans la mise en œuvre, c'est un petit peu lourdingue. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Alors moi c'est vrai que j'agis vraiment sur le technique, donc ça je le laisse quand même au client, je vous signale. D'ailleurs c'est pour ça que je travaille beaucoup avec PrestaShop du coup, et notamment la 1.7 qui ça le prévoit avec un module gratuit qui permet de faire les RGPD très rapidement, très simplement. Mais c'est vrai que je trouve ça... alors oui, sur le principe, c'est très très bien. Mais maintenant, pour moi, c'est un peu du vent, comme l'histoire des cookies. Oui. Le bandeau cookie qui, en fait, tout le monde a un bandeau cookie sur son site. Il faut cliquer OK pour valider, en gros, le fait que le site utilise les cookies, etc. Mais en fait, ça ne marche pas. Enfin, ça marche pas. Ça marche pas comme ça devrait. Parce que notamment sur un CMS, on peut pas, là je vais parler de PrestaShop, on peut pas identifier quel module utilise les cookies, par exemple. Et donc il faudrait à la première visite du client désactiver ces modules-là
Et lorsqu'il a validé, réactiver des trucs, pareil pour les tracking, Google Analytics, tout ça. Et il y a ça, malheureusement, on peut pas vraiment le contrôler, quoi. Il faudrait vraiment faire du gros développement. Je pense qu'il y a que les grosses boîtes qui vraiment le gèrent bien. Mais sinon, je pense que malheureusement, le petit commerçant qui lui connaît rien en code, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter le module. Oui, et voilà. Si ça marche pas, en fait, il va jamais le savoir, quoi. C'est ça, tout à fait. Ça, alors oui, sur le principe c'est bien, mais très honnêtement, je sais pas si ça marche comme il faut. Je suis persuadé que non, puisque j'ai jamais remarqué. Déjà, bien souvent, t'as pas le choix de non, je ne souhaite pas activer les cookies. Donc par défaut, t'as juste à cliquer sur j'accepte. Et j'ai jamais vraiment fait le test, mais je serais pas étonné que non plus que dans les rares fois où tu peux cliquer sur je n'accepte pas, je suis pas convaincu que ça désactive effectivement tous les cookies qui sont actifs sur le site. Tout simplement parce que comme tu viens de le dire, ça poserait parfois des problèmes de fonctionnalité et de fonctionnement. Donc ça marche pas parce que par exemple le panier de PrestaShop il est dans les cookies. Oui aussi, oui. Donc voilà, donc déjà rien que ça, dans le fond c'est bien, donc on a un peu la même conclusion, c'est-à-dire que dans le fond c'est une bonne idée. Par contre dans la forme, un petit peu à l'image de, je vais pas forcément me faire que des amis, mais un petit peu tout ce qui est administratif, l'administration française, bien que là ce soit une loi européenne, c'est un peu lourd et difficile à mettre en œuvre, tout simplement parce que j'imagine que c'en est la raison. Les personnes qui sont à l'origine de ce genre de loi ne sont pas vraiment au fait de ce qui se fait techniquement, de ce qui est possible et dans quelle mesure c'est réalisable. Donc c'est un petit peu dommage. L'idée est bonne, mais la forme est pas au top, quoi. C'est les développeurs qui au final ils trinquent et ils doivent trouver des solutions. Ça, moi je pense que ça devrait juste être vraiment les très grosses sociétés qui eux justement utilisent la data pour faire des tracking, qui la revendent et tout, qui eux vraiment devraient vraiment faire bien les choses, mais sinon pour les petits commerçants. Oui, c'est pas le point sur lequel il faut s'attarder là-dessus, il faut pas mettre de budget là-dedans, quoi. Parce que avant déjà qu'on vous contrôle pour ça, bien que ça puisse arriver, attention, je suis pas en train de dire que il ne faut pas le faire, que vous ne serez pas contrôlé, j'en sais absolument rien. Vous devez le faire, c'est la loi. Par contre, dans la réalité, est-ce que vous risquez quelque chose par rapport à du Amazon, du Google Analytics, les GAFA et autres grosses boîtes? Est-ce qu'effectivement vous risquez quelque chose? Bon, je sais pas non plus, mais c'est vrai que ça lève songeur, quoi. C'est un petit peu voilà. Et au niveau donc là on suit un petit peu le RGPD au niveau de tout ce qui est hacking. Est-ce que tu as déjà été confronté parce que le hack c'est vraiment un fléau sur internet. Alors quand je parle de hack, j'englobe aussi bien le spam qui est un hack on va dire léger que le vol de données personnelles, donc de numéros de CB. Donc là on est sur des problèmes un petit peu plus embêtants. Est-ce que tu as déjà été confronté à des clients ou des prospects ou des personnes qui t'ont contacté après s'être fait pirater, quel que soit le niveau de piratage on va dire, et comment se protéger de ce genre le plus efficacement de ce genre de problème pour un e-commerçant qui lui pareil encore une fois ne sait pas forcément ce qu'il risque. Par contre une fois qu'un hacker s'est introduit sur un site et a fait sortir des dizaines de CB, c'est problématique déjà pour les utilisateurs, mais ça peut être problématique aussi pour les e-commerçants contre lesquels les utilisateurs peuvent se retourner. Est-ce que déjà tu as été confronté à ce genre de problème, de sites piratés, et comment s'en protéger selon toi? Alors oui, ça m'est arrivé. J'ai eu des clients qui spam sur PrestaShop il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Il y a eu une grosse vague de spam. Donc, oui, c'est les Chinois, souvent. Ouais, Chinois, Russes, c'était les qq.com, 123.com, machin. Donc ça, on peut le contrer assez facilement avec soit un plugin ou dans le code en ajoutant un token, ce qu'on appelle un jeton CSRF qui va protéger en fonction de la session, etc. Mais sinon, ça m'est arrivé vraiment d'avoir des bases de données hackées, des serveurs hackés. Alors c'était des vieux serveurs qui n'étaient pas à jour, c'était du dédié que le client gérait, ou qu'il n'y avait pas d'infogérant derrière, ou que l'infogérant était incompétent. Là, c'est compliqué, quand la base de données est complètement compromise. Alors c'est vrai qu'il y a des backups derrière qui sont externalisés, donc on peut les récupérer. Mais c'est pour ça, encore une fois, on revient au point de l'hébergement. Le site en soi peut être sécurisé, il n'y a pas de problème, mais si la base n'est pas sécurisée, c'est mort, quoi. Le site passera au travers. C'est pour ça qu'il
qu'il faut, pour moi, il faut faire des mises à jour, pas seulement du soft, mais vraiment des mises à jour du langage, parce que PHP, un langage qui évolue énormément ces derniers temps. Donc là, la version 5.6 va pas tarder à être abandonnée pour passer sur de la 7. Même la 7.0, la 7.1 vont être plus ou moins abandonnées très rapidement. Donc il va falloir grimper sur le 7.2, 7.3. Et c'est pareil, une fois que ces langages-là sont abandonnés, voilà, toutes les failles, les hackers vont s'en donner à cœur joie et vont pouvoir pirater sans problème. Donc il y aura plus de garde-fous, quoi. Ça va être un petit peu voilà. Il faut vraiment des serveurs bien sécurisés. C'est pour ça qu'il faut pas s'amuser à faire soi-même, sinon il faut être vraiment très compétent, mettre des technologies comme Fail2Ban. Oui, voilà, faut savoir ce qu'on fait, quoi. Faut pas s'improviser, encore une fois, un petit peu comme on s'improvise pas développeur. Faut pas essayer de s'improviser infogérant ou administrateur système pour économiser quelques dizaines d'euros par mois ou même parfois par an. Au risque de voir un jour ou l'autre son système déjà compromis, mais en plus des plaintes d'utilisateurs qui peuvent aller quand même assez loin, puisque dans le cas de CB ou de bases de données qui ont été volées, en fonction de l'importance du site et du préjudice, si vous avez un panel de clients qui se retournent contre vous, ça peut être compliqué, d'autant plus s'il est prouvé que vous n'avez pas tout mis en œuvre pour être conforme RGPD. Voilà, vous avez tout faux, et là ça peut être compliqué, qu'on soit un petit ou un gros e-commerçant. Ça, après vous survolez des cartes bancaires, là je sais pas comment. Moi j'ai eu le cas d'un client que je citerai pas, qui avait comment dire, sans donner trop d'indices, parce que là on est quand même dans du critique. Bon, c'est résolu, il y a plus de problème, mais c'est un client qui vendait des objets un peu tech, et qui s'est fait introduire par un hacker, donc via FTP, je crois. Donc le hacker s'est introduit dans le code source via un module qui avait été installé par le client un petit peu à l'arrache et qui comportait une faille, tout simplement. Il avait installé tout un système de console, et il avait tout simplement remplacé la page de paiement, et on s'en est rendu compte, enfin le e-commerçant s'en est rendu compte tout simplement parce qu'il recevait des mails d'erreur de paiement, et en allant vérifier sa page de paiement, il s'est retrouvé face à face avec une page de paiement, alors je sais plus exactement les banques, mais Crédit Mutuel, alors que lui était à la Société Générale. Et donc tout simplement, quand l'utilisateur allait pour rentrer ses numéros de CB, c'était un faux formulaire qui envoyait directement les numéros de CB au hacker. Donc là c'était un peu problématique. Au niveau du préjudice, valait mieux pas être dans les utilisateurs qui ont rentré leur numéro de CB, parce que là je sais pas ce que ça a donné par la suite, mais voilà comment on peut se retrouver avec un vol de CB. C'est pas au niveau de la banque, de l'interface de paiement, c'est bien avant, c'est au niveau du site lui-même. Si le hacker arrive à modifier la page de paiement, il recrée, c'est du phishing, tout simplement, il recrée une fausse page de paiement qui ressemble à celle officielle de votre banque, et donc les numéros de CB ne sont pas envoyés à la banque, mais sont envoyés directement au hacker. Et ça, pour mettre la main dessus, c'est pas forcément évident, si ce n'est qu'au bout d'un moment, on voit que le e-commerçant ne fait plus de vente, et donc il commence à se poser des questions. Mais sinon, c'est totalement transparent. Il peut se passer quelques jours avant qu'on s'en aperçoive. C'est vrai. Et je trouve que d'ailleurs là-dessus, il y a quelque chose qui est assez problématique, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils ont dans leur habitude, c'est que maintenant les gens sont habitués à acheter sur Internet, il n'y a pas de souci. Quand ils mettent leur carte bleue, ils font vraiment comme on leur a dit à la télé, et ils regardent si c'est écrit HTTPS dans la barre, un petit cadenas. Sauf que en fait ça veut tout simplement rien dire, quoi. Donc, justement, si ce développeur-là, ce hacker avait fait une page de phishing, il peut très bien mettre une page HTTPS et renvoyer les données de carte bancaire ailleurs, donc il n'y a pas de souci. Malheureusement, les gens, ils pensent être informés, mais à cause de ça, ils peuvent en plus tomber dans le piège encore plus facilement, je dirais. Oui, c'est clair. Surtout, ça permet aussi de faire une petite transition sur le HTTPS. C'est qu'il y a différents niveaux de certificats. Donc là, on parle du certificat DV, donc validation du domaine, où là, il suffit simplement de prouver qu'on est propriétaire d'un domaine. Mais un hacker peut très bien prouver qu'il est propriétaire d'un domaine qu'il a réservé lui-même. Là où un certificat un peu plus avancé, comme un type EV pour validation étendue, il va y avoir une vérification de la société derrière qui édite le nom de domaine. Et donc là, on est déjà dans un niveau de sécurité et de réassurance qui est un peu plus supérieur.
et donc qui évite ce genre de fraude. Mais c'est vrai que le HTTPS, ça permet simplement de chiffrer ce qui transite entre un site et un serveur, mais vous pouvez très bien transiter des informations à un serveur véreux, quoi, tout simplement. Donc c'est pas une fin en soi, quoi. C'est une étape dans la sécurisation de son site, mais c'est pas la solution ultime. Exactement. Donc voilà, bon. Bon bah voilà, on va arriver à la fin de l'épisode. Ça fait déjà un peu plus de 50 minutes qu'on enregistre, donc c'est très bien. J'ai juste 3-4 dernières petites questions pour conclure cet épisode. Donc si en résumé de tout ce qu'on vient de voir, s'il y avait un seul point à ne pas négliger selon toi en e-commerce, ce serait quoi? Un seul point vraiment à prendre au sérieux quand on veut lancer son site e-commerce, ce serait quoi? Moi, ça serait de trouver de partir avec un prestataire de confiance, parce que les gens ils le savent pas, mais ils vont gagner un temps et de l'argent. Ils vont vraiment gagner du temps, surtout à créer leur projet. Ils vont pouvoir se concentrer sur leur projet et travailler dessus. Parce que les gens, ils sont dans l'optique de gagner de l'argent. Donc ils disent c'est bon, je peux le faire moi-même, je suis pas plus con qu'un autre, je vais y arriver. Hop, j'ai trouvé tous les articles, machin. Cet article-là, il dit comment tout faire de A à Z. Sauf que quand on essaye, ça marche jamais. Une nouvelle version changée. Ça je pense que c'est partout pareil. Donc, tous les tutos qu'on peut suivre, ça ne marche pas. Donc non, moi je conseille vraiment aux gens de partir avec quelqu'un de confiance. C'est pas forcément cher, hein. Il y a toujours des gens qui peuvent vous aider pour pas cher, qui peuvent vous faire une installation d'un PrestaShop pas cher, qui peuvent vous suivre. Alors il y en a qui sont un peu plus chers que d'autres, certes, mais voilà, quand on les appelle au téléphone, ça répond. Quand on envoie un mail, ça répond, et puis ça répond après aussi. Donc vraiment, c'est vraiment pour partir sur l'e-commerce, que le projet est sérieux. Il faut pas avoir peur d'investir un petit peu dans quelqu'un derrière dans un espèce de guide en gros qui va pouvoir les mettre sur la bonne voie et qui vont pouvoir se concentrer sur leur projet, et ça vaut toujours du monde. Ouais, donc se faire accompagner, ça serait le point à ne pas négliger selon toi. La demande qui t'énerve le plus, une demande récurrente qu'on peut te faire et qui t'exaspère au plus haut point, est-ce qu'il y en a une? Il y en a plus d'une, je pense. Là, oui, alors, les gens qui négocient les prix quand même des marchands de tapis, ça m'énerve au plus haut point. Ouais. Parce qu'ils ne comprennent pas que, pour eux, le problème de ce métier-là, c'est je pense qu'on est très mal vu. On a vu pour des gars qui sont derrière des ordinateurs avec un logiciel magique. En faisant 3 clics, on a fait le site internet. Et les gens ils comprennent pas les tarifs, donc ils veulent du pas cher. Et ça pour moi, c'est voilà. Est-ce que vous êtes cher? Est-ce que vous êtes pas cher? Ça vraiment ça me gonfle, quoi. Oui, donc le prix, quoi. Vraiment tout axé sur le prix sans prendre en compte le service qu'il peut y avoir derrière et est-ce que la dépense peut permettre d'économiser par la suite aussi, comme tu le disais juste avant, quoi. Une anecdote drôle ou gravissime avec un projet, un client, une connaissance en e-commerce auquel tu as été confronté? As-tu une anecdote à nous partager? Là comme ça, réfléchir. Je dois en avoir. Hein. Ah oui, tu dois. Ah bah là, je te prends par surprise. On n'a pas du tout préparé. Hein, ouais, voilà, c'est vraiment du live. Hein. Les anecdotes. Moi, les seules choses qui me font rire maintenant, c'est en fait les personnes pour qui j'ai travaillé qui avaient des clients mais qui ne connaissent absolument rien en technologie, et qui se permettent de donner des conseils, de dire faut faire ci, faut faire ça, mais ils connaissent pas. Alors, est-ce que c'est vraiment une anecdote? Je sais pas. J'ai pas de truc super drôle sous la main, mais bon, voilà. Au final, si j'ai la boîte pour qui je bossais, des mecs qui avaient de visibilité extraordinaire sur PrestaShop. Du jour au lendemain, ils se sont décidés à dire PrestaShop c'est nul, faites du commerce, et ils ont coulé, quoi. D'accord. Donc, oui, c'est drôle. ça me fait vraiment. As-tu une référence client à nous partager? Une référence client, c'est une bonne question. Alors moi, comme je fais beaucoup de technique. Alors j'ai pas vraiment le graphisme, tout ça, j'en fais pas vraiment. Oui, mais un client avec qui tu t'entends bien et un client avec qui ça se passe bien, sur lequel tu as travaillé.
Ah bah là, alors j'ai une cliente, moi parce que je fais des maintenances techniques mensuelles. Ouais. J'ai une cliente avec qui ça se passe merveilleusement bien. C'est vraiment ma meilleure toute cliente. Elle s'appelle Sylvie. Elle a un site qui s'appelle Avec Passion. D'accord. Et elle était confrontée avant moi. Elle avait un webmaster qui ne faisait rien, qui lui prenait de l'argent. Enfin, vraiment, elle s'est fait arnaquer plein de fois. Elle allait en procès et tout. Elles sont deux, hein, Sylvie et Marie-Hélène. Et c'est vraiment, moi je fais mon travail en fait comme j'ai l'habitude de le faire, et à chaque fois elle me remercie, mais vraiment, mais merci Guillaume, grâce à vous je peux enfin travailler, je peux me concentrer. Si je vous avais connu avant, elle m'a même dit une fois que j'étais un dieu. Donc, ça va. Ah oui, donc oui, elle t'aime bien aussi. Non, elle est vraiment très contente. Donc le site s'appelle Avec Passion, elle vend elle a un multi-boutique, c'est Avec Passion, domaine, des bijoux. Avec passion.fr. .fr tout attaché. Ouais, il y a Avec des bijoux aussi. Attends, je vais juste contrôler. Il me semble que c'est Avec des passions. Avec passion.fr, exactement. D'accord, bon, je mettrai l'URL dans les notes de l'émission. Parce que c'est vraiment une super cliente, et à chaque fois c'est un bonheur de l'avoir au téléphone. Elle est ravie de mon travail, et vraiment, j'aimerais avoir que des clients comme elle. Bon, bah écoute, le message est passé, en espérant qu'il sera entendu. J'enverrai. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, Facebook, les réseaux sociaux, ton site? Alors sur Twitter et Facebook notamment. Alors je suis pas trop sur Facebook, je fais une page pro mais je m'en occupe pas, bien entendu, c'est pas mon truc. Et sur Twitter, @_PrestaSafe ou mon site prestasafe.com. D'accord. Voilà, les gens pourront me retrouver dessus. Voilà. Et SEO-presta.com aussi, où c'est un thème que je co-développe avec Créanico. Voilà, j'espère que ça pourra faire l'occasion de faire un prochain épisode avec Créanico, justement. Donc on en reparlera, je pense. Voilà. Bah écoute, je te remercie pour cet échange qui aura duré 1 heure pile poil, donc c'est plutôt très bien. Je te remercie pour cette interview, en te souhaitant tout le meilleur pour la suite, et peut-être à bientôt, soit dans des salons ou via Skype ou autre. Écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi aussi, c'est très sympa. Et oui, j'espère qu'on se recroisera, malgré la distance. Tout à fait, oui. Maintenant, on est, avec Nicolas, justement, on est un peu actif. Quand je dis Nicolas, c'est Créanico. Oui. On est pas mal actif sur côté PrestaShop. Je pense qu'on pourra se recroiser. D'accord, écoute, avec plaisir. Si vous avez apprécié cet échange et que vous souhaitez que j'en réalise régulièrement, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en laissant un commentaire en bas des notes de l'épisode en vous rendant sur marketing301.net/10 ou en laissant un commentaire sur iTunes, d'autant plus si cet épisode vous a plu. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous au plus tard la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.